président. Veuillez vous asseoir. Reprise du débat. À présent, nous allons entendre la partie civile TCCP 107. 187. Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile dans le prétoire. La Chambre informe toutes les parties que nous avons reçu une demande que la Chambre a un document qui lui est remis par Ieng Sary, document par lequel il renonce à participer directement à l'audience pour la comparution de 14 parties civiles, dont TCCP 187 fait partie. Pour ces raisons, la Chambre a choisi de faire comparaître TCCP 187 en l'absence de Ieng Sary, conformément à la règle 81.5 du règlement intérieur. Donc, bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Chao Ni. Question. Merci. Monsieur Chao Ni, quel âge avez-vous? Réponse. J'ai 59 ans. Question. Où êtes-vous né? Réponse. Je suis né à Phnom Penh, commune de Chur Lang, district de Svai Thong, province de Dan Giang, dans le Kampuchea Krom. Question. Et quelle est votre adresse actuelle? Réponse. Je vis au village de Kampong, district de Kirivong, province de Takeo. Dans le village de Kampong. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Il s'appelle Chao Nun et ma mère s'appelle Nien King. Question. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse. Elle s'appelle San Sokong et nous avons 3 enfants. Question. Merci, monsieur Chaoni. En tant que partie civile, vous avez le droit de faire une déclaration dans laquelle vous pouvez décrire les souffrances que vous avez endurées et le préjudice matériel, psychologique
et physiques que vous avez subies pendant la période. Préjudice en conséquence directe des crimes commis sous le Kampuchea démocratique et qui vous ont poussé à vous constituer partie civile dans ce procès. Vous aurez donc la possibilité de faire cela à la fin de votre comparution si vous souhaitez le faire. Évidemment, nous vous dirons quand vous pourrez le faire. Conformément à la règle 91 bis, la Chambre de première instance donnera la parole au cas principal pour les parties civiles en premier, pour l'interrogatoire de cette partie civile. Les avocats principaux pour les parties civiles et l'accusation disposent d'une journée complète pour l'interrogatoire de cette partie civile. Le Conseil de la partie civile, Monsieur le Président, au nom des avocats principaux pour les parties civiles, j'aimerais demander la permission de la Chambre de permettre au Conseil des parties civiles de poser des questions à cette partie civile. Le Président, oui, je vous en prie. Le Conseil. Bonjour, Monsieur le Président, Madame. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maître Colin Polek. Bonjour, Monsieur. Réponse, bonjour. Question, pouvez-vous dire votre nom complet à la Cour? Une fois de plus. Réponse. Je m'appelle Chao Ni. Question? Préférez-vous que je vous appelle Monsieur Chao Ni ou simplement oncle? Réponse. Non, je vous en prie, appelez-moi par mon nom. Question. Comment allez-vous? Réponse. Ça va. Question. Avez-vous déjà participé à un procès? Réponse. Non, pas dans le prétoire. Mais je suis déjà venu ici dans la galerie réservée au public. Question. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui? Le Président. Bon, Monsieur le Conseil, la parole vous a été donnée pour l'interrogatoire et dans les faits. Veuillez vous en tenir donc au fond pour cette audience dans le procès 002/01. Nous n'avons pas donné la parole pour que vous puissiez avoir des petites conversations avec la partie civile. Nous sommes ici pour avoir un procès rapide et avoir une procédure efficace. Vous avez déjà posé 3 questions qui ne sont pas pertinentes. Le Conseil. Merci, Monsieur le Président. Donc, avant de vous poser les questions au fond, dans le cadre du procès 002/01, si vous avez besoin d'un verre d'eau, sentez-vous bien à l'aise d'en prendre un. បានចែងសួរចាបាទអរគុណច្រើនពូមុននេះបន្តិចលោកពូបាន La partie civile. Non, mais vous pouvez me poser des questions. Question. Vous avez dit que vous êtes né au Kampuchea Krom. Quand êtes-vous venu à Phnom Penh? Réponse. J'ai quitté le Kampuchea Krom pour Phnom Penh en 1970. Question. Et pourquoi êtes-vous venu à Phnom Penh? Je suis venu à Phnom Penh pour devenir soldat. Pour le gouvernement, appuyé par les Américains. Question. Et pourquoi vouliez-vous faire cela? Réponse.
car les soldats de ce gouvernement pouvaient avoir un bon salaire qui leur permettait de subvenir aux besoins de la famille. Question. Y êtes-vous parvenu? Réponse. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai essayé de m'enrôler, mais mon beau-frère et ma belle-sœur aînée m'en ont empêché. Question. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, où viviez-vous? Réponse. À Phnom Penh, j'habitais avec mes autres frères et sœurs. Question. Était-ce votre frère aîné? Quelle était sa profession? Avait-il des enfants? Réponse. Mon frère aîné un officiel de la banque. Avait-il des enfants? Réponse. Oui, il avait 3 enfants. Le président. Conseil, vous devriez peut-être absorber les détails par vos collègues et marquer une pause aussi entre les questions et les réponses. Car n'oubliez pas que vous êtes interprété simultanément en anglais et en français. Donc combien d'enfants votre frère avait-il? Quels étaient leurs enfants? Et leurs noms? Réponse. Il avait 3 enfants. Cao Sun, l'aîné. Cao Yet était le second. Et le Benjamin, c'était la Pang. Je vous remercie. Dit le conseil. Dans le document que nous avons, Monsieur le Président, il s'agit du document D22 bar 253 RN dans le Khmer 00 4 2 1 599. En français 00 85 89 32. Dans ce document, vous dites que vous habitiez dans la coopérative pendant 4 ou 5 mois et que vos 2 neveux sont tombés malades et sont devenus très maigres parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Et n'avaient pas reçu de soins médicaux. Chao Sun, qui avait 8 ans, est mort. 4 ou c'est moi, la Pang, qui avait 5 ans, est mort aussi. Les 2 sont décédés au début de l'année 76. Vous avez dit dans ce document que vous n'aviez que 2 neveux, mais là vous venez de dire que vous en aviez 3. Pourquoi cette différence? Réponse. Quand j'ai rempli le formulaire, j'ai parlé de mes neveux qui sont morts. Vous dites que vous n'avez évoqué que les seuls neveux qui sont morts dans votre formulaire, c'est bien cela? Oui. Laissez-moi
vous posez des questions à propos d'avril 75. Où étiez-vous ce jour-là? Réponse. J'étais chez mon frère, près du marché olympique. Question. Et que vous est-il arrivé? Et à votre famille? Pouvez-vous l'expliquer à la cour, ce qui vous est arrivé? Pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est produit, ce que vous avez vu directement en avril 75? Réponse. Monsieur le Président, le 17 avril 1975, qui était le jour où le Cambodge démocratique a pris le contrôle de Phnom Penh, c'était la victoire du Cambodge démocratique, c'est à ce moment-là que les résidents de Phnom Penh sont sortis de chez eux pour féliciter le groupe du Cambodge démocratique et l'accueillir. Beaucoup de gens sont descendus dans les rues pour les accueillir. Quant à ma famille, nous ne les avons pas accueillis. Question. Avez-vous d'autres choses à ajouter à propos de cet événement? Réponse. Je ne suis pas sorti pour souhaiter la bienvenue à ces soldats car j'avais de jeunes neveux dont il fallait que je m'occupe et mon frère aîné était malade. Question. Et quel âge avaient vos neveux à ce moment-là? Réponse. Jiao Sun avait 7 ans à l'époque et Jiao Ye en avait 6 et La Pang avait 4 ans. Question. Merci. Et que s'est-il passé après le 17 avril 1975? Réponse. 2 ou 3 jours après, un groupe de soldats Khmer Rouges ont annoncé aux gens qu'ils devaient quitter Phnom Penh. À ce moment-là, j'ai entendu des tirs, des coups de feu. J'ai aussi entendu les cris de gens qui cherchaient leurs amis et leurs familles et les préparatifs pour quitter Phnom Penh. À ce moment-là, les Khmer Rouges étaient armés. Ils sont arrivés devant la maison de mon frère et ont crié que nous devions tous partir, sinon nous allions être bombardés par les Américains. Ma famille a pris un peu de retard et ont crié. Pourquoi prenez-vous autant de temps? Nous devions quitter tout de suite. Et nous ne partions que pour 3 jours, donc il n'y avait pas besoin que nous préparions nos effets. Finalement, ils ont poussé mon frère. Et je suis entré dans la maison pour réconforter mes neveux et m'occuper d'eux. Je n'ai pas porté de biens personnels avec moi et nous sommes ensuite partis avec mon frère. Question? Pouvez-vous décrire l'événement en question? Le jour où vous avez quitté Phnom Penh. Réponse. Mon frère et moi étions à Phnom Penh et nous nous préparions à aller vers notre village natal. En cours de route, j'ai remarqué qu'il y avait des gens malades qui étaient assis sur le bord de la route et personne ne pouvait s'entraider.
Merci. Question. Quelle route avez-vous empruntée ce jour-là? Réponse. Je me dirigeais vers la route numéro 2. L'idée était de me rendre jusqu'au Kampuchea Krom. Question. Et êtes-vous arrivé dans votre village natal? Êtes-vous parvenu à vous y rendre? Réponse. Non. Question. Où êtes-vous allé donc? Réponse. Nous avons marché pendant une dizaine de jours et nous sommes arrivés dans le district de Bati, commune de Trapeang Sap, province de Takeo. Bon, l'idée était d'aller jusque dans mon village natal au Kampuchea Krom. Mais quand je suis arrivé au village de Trapeang Sap, on m'a dit que ceux qui venaient du Kampuchea Krom et que si l'on arrivait à se rendre jusqu'à la frontière, on allait nous tuer. Question. Et vous avez donc décidé de rester là-bas, n'est-ce pas? Réponse. En effet, j'ai choisi de demeurer à Trapeang Sap pour quelques jours. គុំតាពាំងសាប Question. Avant d'aborder les événements à Trapeang Sap, pourriez-vous décrire l'évacuation pendant les 10 premiers jours de votre trajet? Veuillez nous dire comment vous avez été traité et comment les membres de votre famille, y compris vos neveux, ont pu manger. Et si vous n'avez pas tous les détails en tête, merci de nous dire ce dont vous vous rappelez. Réponse. Je ne me souviens pas des détails exacts. Je peux dire que ce trajet a pris plusieurs jours. Question. Merci. Pourriez-vous nous dire synthétiquement vos souvenirs concernant les événements dont vous avez été témoin pendant cette évacuation? Réponse. Nous avons quitté Phnom Penh pour le village de Bati dans la province de Trapeang Sap. Et la vie était très difficile pendant cette évacuation. Les jeunes membres de la famille n'avaient pas l'habitude de se rendre à la campagne ou d'y habiter. Ma belle-sœur et d'autres membres de la famille ont dû porter nos neveux et nos nièces. Nous n'avons pas pu emporter d'affaires à part quelques vêtements, des sarongs. En cours de route, nous avons pu échanger l'argent que nous avions sur nous pour acheter quelques denrées. La nourriture coûtait très cher, mais il fallait tout faire pour nourrir les enfants et les plus jeunes. Question. Vous venez de dire que lorsque vous êtes arrivé dans la province de Takeo, dans la commune de Trapeang Sap, on vous a dit que puisque vous veniez de
Kampuchea Krom à l'origine quand vous renverrez chez vous, mais que en fait c'était un mensonge et que vous serez tué. Qui vous a dévoilé ce piège? Réponse. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne me souviens pas qui me l'a dit, mais c'était de la chance. J'avais la chance de mon côté et je l'ai su avant que ce ne soit trop tard. Question. D'après vos souvenirs, est-ce que les personnes qui vous l'ont dévoilé étaient comme vous des membres du peuple nouveau ou plutôt du peuple de base? Réponse. C'était le peuple de base. Question. Merci, monsieur la partie civile. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser à cette partie civile. Je voudrais céder la parole à mon confrère national qui a d'autres questions à poser. Le Président, oui, allez-y, maître. Le co-avocat national. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour. Monsieur Chownie, c'est un privilège de pouvoir vous interroger aujourd'hui. Mon confrère a abordé avec vous les événements qui se sont déroulés juste avant l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges, ainsi que des événements ayant suivi l'évacuation de Phnom Penh le 17 avril 1975. En répondant à ces questions, vous lui avez dit être parti vers Kampuchea Krom lorsque vous vous êtes arrêté dans la province de Takeo, dans le district de Bati. Est-ce exact? Réponse, oui. Question. Et comme vous l'avez dit, vous vous êtes arrêté, entre autres, parce que quelqu'un vous a averti qu'il vaudrait mieux ne pas continuer jusqu'à la frontière ou jusqu'au Kampuchea Krom. C'est exact? Réponse, oui, c'est cela. Si on ne m'avait pas prévenu, je serais allé jusqu'à la frontière. Question. Est-ce que cette personne vous a dit autre chose lorsque vous étiez dans le village de Trapiang Sap? Réponse. Il y avait autre chose. On m'a également dit que, en tant que Khmer Krom, je devais cacher mes origines. Question. Savez-vous pourquoi vous deviez cacher vos origines Khmer Krom? Réponse. Parce que j'avais le sentiment que j'allais être tuée et que si je cachais mon identité, je pourrais éviter d'être exécutée. J'ai donc également changé mon nom de famille. Question. Quel nom de famille avez-vous choisi? Réponse. Ni est toujours mon prénom, mais je m'appelle aujourd'hui Noon. Je l'ai choisi au lieu de Chao. Question. Donc vous avez changé votre nom de famille de Chao à Noon. Votre nom aujourd'hui est Chao Ni. Pourquoi avoir changé votre nom de famille de Chao à Loon? Est-ce que votre nom de famille était identifiable en tant que nom Khmer Krom? Réponse. Oui. On aurait pu m'identifier. Les Krom ont des noms de famille différents. Des gens de la province de Matchrook
portent le nom de famille Chao et les gens de Kromun Sang portent le nom de famille Tao et ainsi de suite. Donc, en fonction des provinces de Kampuchea Kron, nous portons des noms de famille différents qui permettent de nous identifier. Question. Merci, M. Chowny. Vous nous avez donc dit que pendant que vous étiez à Trapiang Sap, vous avez caché votre identité et celle de votre famille. Vous avez caché vos origines Khmer Krom. Mais est-ce que les membres du peuple de base qui étaient installés à cet endroit savaient-ils que vous étiez du peuple nouveau? Réponse. Les gens du peuple de base me voyaient comme un membre du peuple du 17 avril. Ils ne faisaient pas référence à mon nom. Question. Et en dehors de votre famille, est-ce qu'il y avait d'autres membres du peuple du 17 avril à Trapiang Sap? Réponse. Oui, il y en avait pas mal, en plus de ma famille. Question. Comment est-ce que vous, votre famille et les autres membres du peuple du 17 avril ont été traités par le peuple de base à Trapiang Sap? Réponse. Nous n'étions pas traités avec égalité. On nous parlait mal et nous étions vus comme des impérialistes ou plutôt des capitalistes. Ils estimaient que nous avions volé ce qui revenait aux paysans et nous entendions souvent ce genre de langage. Question. Pendant que vous étiez avec votre famille à Trapiang Sap, comment avez-vous survécu? Il y avait 3 jeunes enfants ainsi que votre frère aîné et sa femme. Comment avez-vous réussi à trouver de la nourriture et de l'eau? Réponse. Immédiatement après l'évacuation et jusqu'à notre arrivée un mois plus tard, nous n'avions rien à faire. Nous avions porté quelques affaires et un peu de nourriture. On nous a déplacés d'un endroit à un autre. Et puis nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des voies de chemin de fer et il a fallu suivre le chemin de fer. Question. Donc vous dites être arrivé au chemin de fer. J'aimerais revenir, M. Chowny, à Trapiang Sap. Lorsque vous y étiez, quelles étaient les conditions dans lesquelles vous viviez dans le district de Bati, à Takeo? Réponse. Le peuple de base ne s'occupait pas du peuple du 17 avril, des gens comme nous. Et la situation était trop difficile. Nous ne pouvions plus y rester et nous étions contraints de partir. Question. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Trapiang Sap, à Takeo? Réponse. Nous y sommes restés quelques jours seulement.
entre une dizaine de jours et un mois. Question. Et en repartant de Trapeang Sap, êtes-vous parti avec le reste de votre famille? Réponse. Oui. Nous sommes partis tous ensemble, en famille, ainsi que quelques autres membres du peuple du 17 avril. Question. Lorsque vous êtes parti avec votre famille et ces gens du 17 avril, en quittant Trapeang Sap en raison des réflexions formulées par le peuple de base, où alliez-vous? Est-ce que vous alliez vers le Kampuchea Krom? Réponse. Permettez-moi d'expliquer. En partant du Kampuchea Krom, je suis allé jusqu'à Phnom Penh. Mais lorsque je suis allé à Trapeang Sap, je ne savais plus où aller. Et comme j'ai vu les voies de chemin de fer, j'en ai profité pour les suivre en me disant que j'arriverais à une autre destination sans savoir laquelle. Question. Pour bien comprendre, Monsieur Chownie, dites-vous que vous connaissiez la route nationale 2 puisque, pour l'avoir déjà pris du Kampuchea Krom pour aller à Phnom Penh, mais que cette fois-ci, en quittant Trapeang Sap pour rentrer à Phnom Penh, vous n'avez pas pris cette route et vous avez pris n'importe quel chemin avec votre famille? Réponse. Oui, c'est ça. Question. Début inaudible. Lorsque vous avez quitté Trapeang Sap en famille avec d'autres gens, comment avez-vous survécu? Vous avez dit n'avoir que la nourriture que vous avez prise de chez vous. Alors comment avez-vous fait pour survivre après avoir quitté Trapeang Sap? Réponse. Pendant les premiers mois, nous ne travaillions pas et nous avons donc échangé nos biens contre de la nourriture. Et ces biens que nous avions sur nous nous ont permis de faire cet échange et d'avoir de la nourriture pour survivre. Question. Quel effet cela a-t-il eu sur votre famille et surtout sur les jeunes enfants âgés de 4 ans, de 7 ans et de 6 ans? Réponse. Cela a eu un très fort impact sur ma famille. C'était une période très difficile. C'était la saison des pluies. Les plus jeunes membres de ma famille et nous-mêmes étions exposés au vent et à la pluie. Nous étions en plein air. Nous étions malheureux. Question. En vous déplaçant par-ci et par-là, là où vous pouviez manger et trouver des habits, vous nous avez dit être tombé sur une voie de chemin de fer, c'est exact? Réponse. Oui. Nous sommes tombés sur le chemin de fer. Question. Et donc vous avez commencé à suivre le chemin de fer en direction de Phnom Penh avec votre famille? Réponse. J'en ai discuté avec ma famille à ce moment-là, surtout
avec mon frère et ma belle-sœur en se disant qu'il fallait rentrer à Phnom Penh. Question. En empruntant le chemin de fer avec votre famille en direction de Phnom Penh à partir de Takeo, avez-vous croisé d'autres personnes qui marchaient avec vous ou étiez-vous seul avec votre famille? Réponse. Il y avait d'autres gens qui nous ont rejoints, d'autres familles. Question. Et ces autres familles étaient-elles des gens du 17 avril? Réponse. C'est difficile à dire si il n'y avait que des gens du 17 avril ou si quelques gens du peuple de base nous ont également rejoints. Question. Et en marchant sur ces chemins de fer vers Phnom Penh, comment cela se passait pour vous et votre famille? Comment avez-vous réussi à manger, à boire et à vous habiller pendant ce trajet à pied sur la voie de chemin de fer? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, nous n'avons pas commencé à travailler. Nous avons simplement échangé les affaires que nous avions sur nous. Nous les avons échangées contre de la nourriture ou ce qu'il fallait pour survivre. Nous n'étions pas encore placés dans des coopératives. Pas encore. Question. Êtes-vous parvenu à Phnom Penh en empruntant ce chemin de fer? Réponse. Non. Question. Pourquoi n'avoir pas réussi à rejoindre Phnom Penh vous a-t-on empêché de le faire? Réponse. Nous avions besoin de repos, nous nous sommes arrêtés, je ne me souviens plus à quel endroit, mais il a fallu s'arrêter à plusieurs reprises, tout en sachant que nous nous approchions de Phnom Penh. Question. Donc, avec votre famille et les autres personnes, en vous dirigeant vers Phnom Penh, vous avez été arrêté ou interpellé par les Khmers rouges ou les membres de la milice? Réponse. Ce long trajet le long de la voie de chemin de fer, pendant ce temps-là, nous avons croisé des personnes qui habillées en noir, portant des foulards. Nous ne savions pas si c'était des milices ou des soldats, mais ils nous ont arrêtés, ou parfois pour se reposer, ou parfois parce qu'ils nous empêchaient d'avancer. Donc, en effet, ces personnes nous ont interpellés à plusieurs reprises. Question, comment les milices étaient-ils habillés et portaient-ils des armes? Réponse. Les milices, les membres de la milice portaient des vêtements noirs,
des kramas et des sandales en pneus de voiture. Il parlait du peuple du 17 avril en nous disant que nous allions être transférés à d'autres endroits et nous empêcher de nous arrêter et de rester sur place. Il a fallu continuellement se déplacer et nous ignorions notre destination. Question. Est-ce qu'à un quelconque moment, ces milices vous ont-ils demandé de monter à bord d'un train? Réponse. Après avoir marché pendant très longtemps, des milices nous ont arrêtés. Et quelques jours plus tard, un train est passé. On nous a forcés à monter à bord du train. Question. Vous nous avez dit avoir marché pendant très longtemps avec votre famille et que cela a duré très longtemps. Sans devoir préciser la date exacte, mais pourriez-vous nous dire à peu près à quel moment cela s'est passé? C'était fin 1975 ou en 1976? Quand avez-vous été forcé à prendre ce train? Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte où nous sommes montés à bord du train, mais nous avons mis une journée pour arriver à la gare de Mongresey dans la province de Battambang. Avant de parler de ce qui s'est passé à Mongresey dans la province de Battambang, j'aimerais revenir au moment où on vous a forcé avec votre famille à monter à bord du train. Pourriez-vous nous décrire cet événement et nous dire si les milices des Khmers rouges vous ont donné le choix de continuer à marcher? Pouviez-vous refuser de prendre ce train ou étiez-vous obligé de monter à bord? Réponse. Personne ne pouvait résister aux ordres des milices. Question. Donc, ces milices vous ont donc forcé à monter à bord du train, vous, votre famille et les autres personnes qui étaient avec vous? Réponse. Ils étaient une dizaine et ils nous ont forcés à monter dans le train. Ils étaient tous armés. Question. À part votre famille et vous-même, combien d'autres personnes, parmi ceux qui vous accompagnaient, ont été forcées à monter sur le train? Réponse. Ils étaient très nombreux. Quand le train est arrivé à la gare, il était déjà bondé de passagers. Question. Où se trouvait la gare où on vous a contraint de monter à bord du train? Vous dites avoir quitté Takeo, mais vous n'étiez pas encore à Phnom Penh. Étiez-vous à Kandal ou dans une autre province? Savez-vous à quel endroit on vous a forcé à monter à bord du train?
Réponse. Je ne me souviens pas de l'endroit exact où nous avons pris le train. Je n'étais jamais allée à cet endroit, donc je ne me souviens pas exactement où cela se trouvait. Question. Y avait-il d'autres membres des Khmers rouges à bord du train? Réponse. Oui. Il y avait des soldats Khmers rouges qui escortaient le train. Question. Vous ont-ils donné de la nourriture ou de l'eau à vous, à votre famille ou aux autres passagers? Réponse. Non. Vous a-t-on autorisé à parler à d'autres gens? Réponse. Oui, mais uniquement aux passagers qui étaient proches de nous. Question. À bord du train, vous attendiez où vous alliez? Quelle était votre destination? Réponse. Non, ils ne nous ont rien dit. Ils ne nous ont pas dit quelle était notre destination. Question. Comment vous sentiez-vous à ce moment-là, après avoir été forcé avec votre famille à monter dans ce train sans connaître la destination? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous la répéter? Question. Je vais la répéter. Vous nous avez dit donc être monté dans ce train, qu'on ne vous a rien donné à manger ni à boire et que vous ne saviez pas où vous alliez. Comment vous sentiez-vous? Comment se sentait votre famille? Aviez-vous peur? Étiez-vous inquiet? Réponse. Nous avions des sentiments mitigés en prenant ce train. Nous ne savions pas si nous allions être exécutés, mais l'ordre a été donné. Nous étions contraints de prendre le train tout en craignant la mort. What happened when you finally arrived in Mongrosei? Question. Et que s'est-il passé quand vous êtes finalement arrivé à Battambang, dans le district de Mongrosei? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés au district de Mongrosei, nous sommes descendus du train et des gens nous attendaient. Ils avaient des charrettes à bœufs et on allait nous emmener dans des coopératives. Question, vous souvenez-vous du nom de cette coopérative où on vous a emmené? Et y avez-vous été envoyé avec votre famille? Réponse. Nous avons été emmenés en charrette dans 2 coopératives. Au début, je ne connaissais pas le nom de la coopérative ni où elle se trouvait. Mais quelques jours plus tard, nous avons entendu des gens parler. Ils ont dit qu'ils étaient
responsable de la coopérative Tahoe. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était la coopérative de Tahoe. Question, avant d'en venir à Tahoe, pouvez-vous décrire les conditions de vie dans cette coopérative pour vous et votre famille? Réponse. Après que les gens aient été emmenés à la coopérative en charrette, au début il y avait beaucoup de gens. Les maisons avaient été construites pour accueillir les nouveaux. Ma famille, mon frère, ma belle famille avaient le droit de tous demeurer dans la même maison. Et à ce moment-là, nous savions que la coopérative était à Chok Tung, dans la région de Mongrosay de Battambang. Question. Et pendant que vous étiez dans la coopérative avec votre famille, y avait-il beaucoup d'autres personnes à cet endroit, Chak Tung? Réponse. Le président, le parti civil, veuillez attendre. La parole est à la défense de Yangsari. Maître Angoudon. Monsieur le Président, selon E 124 au point 7, les coopératives ne font pas partie des sujets abordés pour les audiences, du moins pas pour l'instant. Et j'ai donc je m'oppose donc à ces questions qui ne sont pas pertinentes, du moins pour l'instant. Maître Mohan, si je puis répondre, nous n'allons pas ici dans les structures et le détail des coopératives. On parle ici des coopératives dans le contexte des transferts forcés, phase 2. M. Chowny a dit qu'on l'a forcé à monter dans un train et d'être envoyé à Battambang, où il était accueilli par des miliciens Khmer Rouge. Si je puis poursuivre. Le Président. En effet, l'objection est rejetée. Vous pouvez continuer. La partie civile devra répondre à la question. Il ne s'agit pas ici d'une question sur les structures des coopératives, mais plutôt, on parle ici de l'évacuation phase 2 et des conditions de vie ou des façons dont les gens ont été traités lorsqu'ils sont arrivés dans les coopératives. Voilà pourquoi la Chambre juge la question appropriée. Vous pouvez donc poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Dit Maître Mohan. Laissez-moi, Monsieur Chowny, répéter ma question. Je vous laisse donc savoir. Alors que vous étiez au district de Mongrosay et que vous et votre famille et d'autres étiez à Chok Town, pouvez-vous décrire les conditions de vie ainsi que la nourriture ou les médicaments qui ont été donnés à votre famille et à vous-même? Réponse. À la coopérative de Chok Tom, à notre arrivée, tout de suite, dès notre arrivée, nous n'avons pas reçu assez de nourriture. Nous avions droit à un gruau très clair. Et nous étions traités comme les nouveaux arrivants, un petit bol de soupe de riz clair, et les autres membres de la famille avaient la même ration alimentaire. Ce n'était pas assez de nourriture. Quelques mois plus tard,
mes neveux sont tombés gravement malades et il n'y avait pas de médicaments. Chao Sun a eu la diarrhée et le père de Chao Sun est allé lui chercher du maïs. Et il lui a donné. Chao Sun a eu la diarrhée, il a mangé le maïs. Il a mangé le maïs qui il est arrivé dans ses excréments et il a été obligé de manger ses excréments pour manger le maïs à nouveau. Question. C'est un sort terrible que votre famille a vécu. Pouvez-vous dire combien de gens il y avait dans cette coopérative de Chacton? Y avait-il beaucoup de gens? Et étaient surtout des gens du peuple nouveau, des gens du 17 avril. សូមជម្រាបប្រសាសន៍ពេលនោះខ្ញុំទៅមុនហ្មងឃើញមនុស្សនៅច្រើនណាស់នៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែស្មានប្រមាណនោះ Réponse. Au début, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens, c'était assez bondé, mais je ne saurais vous dire combien de personnes il y en avait. Question. Et la plupart de ces gens étaient-ils des membres du peuple du 17 avril? Réponse. Je ne pourrais pas dire s'ils étaient tous des 17 avril ou s'il y avait un mélange avec les gens locaux. Car nous n'avions pas le droit de nous parler, de se poser des questions pour en savoir plus. Question. Le président. Merci beaucoup. Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Nous allons reprendre les débats à 13h30. Huissier d'audience, veuillez assurer le confort de la partie civile pendant la pause et nous reprendrons donc à 13h30. La défense de Nguyen Chia, vous demandez la parole. Allez-y. Maître Yanouchi. Merci, Monsieur le Président. Pendant la pause café, j'ai parlé avec mon client et il m'a dit qu'il avait déjà mal à la tête et qu'il avait mal au dos et qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Vous avez sans doute remarqué, vers 10h10 ce matin, le médecin est venu pour examiner Nguyen Chia qui dormait et nous étions un peu inquiets. Enfin, nous ne savions pas pourquoi il était endormi. Donc nous pensions que le médecin le regarde et je dirais qu'il soit acté que Nguyen Chia dort depuis la dernière demi-heure et donc n'a pas du tout participé en aucun sens à la procédure. Nous allons faire la requête habituelle et demander est-ce qu'il puisse passer le reste de l'après-midi depuis la cellule de détention temporaire et nous demandons à ce que le médecin, pendant la pause déjeuner, examine pour voir s'il y a peut-être un problème particulier aujourd'hui ou additionnel. Voilà, ce sont les deux requêtes que nous avions à présenter à la Chambre ce matin. La Chambre note la demande de Nguyen Chia. Nguyen Chia souhaite pouvoir se retirer du prétoire et suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour des raisons de santé. Il y a une autre demande. La défense demande à ce que le médecin examine Nguyen Chia. Pendant la pause déjeuner. Les demandes sont fondées, la Chambre y fait droit
Nuoncia peut donc suivre les débats par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. En effet, Nuoncia a renoncé expressément à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire. La Chambre demande à la défense de remettre le document de rénonciation portant sa signature ou l'empreinte digitale de l'accusé, document par lequel l'accusé renonce à son droit de participer directement à l'audience. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire, de sorte à ce que Nuoncia puisse suivre les débats cet après-midi. Et la Chambre enjoint aussi le médecin des CETC d'examiner Nuoncia. Pendant la pause déjeuner. Le médecin fera rapport à la Chambre par le greffier avant la reprise des débats. Garde de sécurité. Veuillez conduire Nuoncia et Khieu Samphan à leur cellule de détention respective et y laisser Nuoncia cet après-midi et ramener Khieu Samphan au prétoire avant 13h30. L'audience est suspendue. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ